quelques chiffres en introduction. En 1900, donc on remonte très loin, le taux de fécondité était de 2,9 enfants par femme et en 2018, il est à 1,85. La chance de survie à la naissance était de 35% en 1900, elle est aujourd'hui de 88%. Et les pourcentages de personnes âgées de plus de 65 ans étaient de 8,5% en 1900. Aujourd'hui, elle est de 20%. L'espérance de vie à la naissance, aujourd'hui, elle est de 79 ans environ chez les hommes, et environ 85 chez les femmes. Mais on va aussi s'intéresser dans cette table ronde beaucoup, puisqu'on parle de longévité, on ne parle pas que de vieillissement, à l'espérance de vie sans incapacité. Et quand on parle d'espérance de vie sans incapacité forte à la naissance, en 2008, en France, elle était de 72 ans environ chez les hommes et est aujourd'hui de 74 ans environ. Elle était de 77 ans en 2008 chez les femmes et est pratiquement à 79 ans aujourd'hui en 2021. Et alors, si on regarde comment se situe la France également par rapport aux autres pays européens, lorsqu'on parle d'espérance de vie à la naissance, globalement, la France est championne. Elle est la première chez les femmes, mais elle est moins forte chez les hommes puisqu'elle est à 10 ans. Elle est la dixième rang en Europe. Et par contre, lorsqu'on regarde l'espérance de vie sans incapacité à la naissance, là, on est moins bon puisque chez les femmes, on est 10e et chez les hommes, on est 9e. Alors, donc clairement, on va parler aussi là, on parle de longévité, on ne parle pas que de vieillissement. Je pense ça va être le débat de cette table ronde. L'espérance de vie augmente, l'espérance de vie de ce fait en bonne santé aussi augmente, et ça c'est une bonne nouvelle, mais comme tout augmente, finalement le nombre d'années d'espérance de vie avec handicap, lui aussi, va augmenter. Alors on va essayer de traiter un certain nombre de questions dans cette table ronde. La première question, c'est le sujet de la définition. Est-ce qu'on parle de longévité? Est-ce qu'on parle de vieillissement? Tout à l'heure, on a beaucoup parlé des problèmes liés au vieillissement, mais il y a un sujet autour de la longévité, donc de la vie, de l'espérance de vie en bonne santé. Je pense qu'il y a aussi un débat qu'il faudra avoir sur les inégalités sociales et territoriales d'espérance de vie sans incapacité. Et on va aborder des questions sociétales, des questions de politique publique, des questions individuelles autour de cette table ronde. Alors je vous propose peut-être une rapide présentation de tous les orateurs et ensuite je leur passerai la parole individuellement. Donc je vous demande de vous présenter rapidement sur votre expérience et surtout à quel titre finalement vous êtes présent aujourd'hui. Merci. Jean-Pierre Aquino, gériatre, délégué général de la Société française de gériatrie et gérontologie. Bonjour, Stéphane Le Boulaire, économiste de formation, haut fonctionnaire de profession, et j'ai beaucoup trempé dans les politiques publiques en matière de santé et de vieillissement. Gérard Cornet, gérontologue. J'ai beaucoup travaillé sur le vieillissement dans le cadre de projets européens et avec le professeur Bellemin, je travaille aussi sur un diplôme de formation universitaire de gérontologie à distance. Et quand j'ai rencontré Madame Pauline Lennesley, eh bien, je l'ai trouvé qu'elle était épatante et je lui remercie de s'être chargé malgré sa lourde charge de travail de ce premier colloque. Merci Gérard. Donc Jérôme Boudy, donc enseignant-chercheur à Télécom Sud Paris, donc Institut Mines Télécom. Et donc nous avons fait des recherches avec Gérard Chollet, Diana Petrovska et Florian Tchepaniak qui sont ici présents sur la santé à domicile avec des systèmes des technologies de l'information. Donc on présentera tout à l'heure avec Gérard un projet rapidement là-dessus. Merci.
Bonjour, je suis Marwan Jawad, je suis doctorant, enseignant et chercheur à l'Université de Caen-Normandie. Ma thèse porte sur le transhumanisme et donc ce sera mon angle d'attaque dont la longévité fait partie intégrante du projet, on va dire, transhumaniste. Alors, on a un seul micro, donc on va se le passer. Je vais me déplacer. Alors, je vais poser une première question peut-être à Jean-Pierre Aquino sur la définition, puisque c'est vraiment le titre de notre table ronde. Définition de la longévité par rapport au vieillissement et finalement, en quoi les deux approches peuvent être assez différentes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Alors effectivement, quelques définitions s'imposent. Premièrement, qu'est-ce que le vieillissement ? Si on interpelle le biologiste, il nous répond « c'est l'effet du temps sur les êtres vivants ». Et si donc on essaye de trouver une date, eh bien on peut dire dès la conception ou dès la naissance, le vieillissement entre en jeu. Si on s'intéresse à l'individu, il nous dira « il débute lorsque le sentiment d'éternité qui nous anime rencontre une limite jusqu'alors ignorée. » Autrement dit, la notion d'âge n'entre pas en ligne de jeu, c'est plus un vécu individuel qui nous caractérise. Alors il est évident, et les quelques données données par notre président le témoignent, nous allons vieillir, c'est évident, pendant plus longtemps, c'est assuré, mais jusqu'à quand ? Quelle est la limite ? Si on s'en réfère toujours à la biologie, la durée de vie maximale de l'espèce semble être d'environ 110 ans, avec quelques exceptions, Jeanne Calment, 122 ans. Quelle est la borne ? Cette notion de durée nous renvoie bien évidemment à l'espérance de vie à la naissance, les chiffres viennent d'être donnés, mais nous renvoie aussi à un bond fantastique qui a été fait pratiquement ces 2 derniers millénaires. En effet, lorsque Jules César envahit la Gaule, c'était dans les années 40 avant Jésus-Christ, l'espérance de vie d'un Gaulois était de l'ordre de 25 ans. Et donc on voit ce bond fantastique réalisé par l'humanité grâce au progrès dans les différentes disciplines et pas seulement dans la discipline médicale. L'espérance de vie sans incapacité est un indicateur excellent pour mesurer la qualité de la vie et la qualité des années que nous avons à vivre. Alors il est vrai que les chiffres de la DREES publiés ces dernières années ont montré des variations parfois un peu surprenantes. Ça monte, ça baisse, on ne sait plus trop. Et effectivement, l'un de mes amis démographes que j'ai interpellé m'a répondu que la Covid avait un peu bousculé les données, puisque les règles du jeu ont été modifiées du fait de la Covid, mais que globalement, il existe finalement une relative stabilité avec l'espérance de vie et l'espérance de vie sans incapacité, bref, une situation stable. L'élément déterminant reste, et cela a été dit et répété, l'explosion des 85 ans et plus, notamment d'ici 2050. Le rapport du Haut Commissariat au Plan, publié au début de l'année 2023, nous apprend que le nombre de 85 ans et plus issus donc du baby-boom va passer de 2 millions à 4 millions, donc multiplié par 2. C'est une vague, il faut anticiper. Et si on associe à ces chiffres le nombre de centenaires, qui représentent dans la dynamique un autre indicateur intéressant, ils étaient 1000 en 1970, actuellement 20 000, et ils devraient être en 2070 270 000. Alors la longévité, stricto sensu, c'est une longue durée de la vie. En fait, elle correspond à la durée de vie maximale programmée biologiquement. Et on peut distinguer une longévité moyenne au-delà de l'espérance de vie maximale à la naissance et une longévité optimale qui tend vers la durée de vie elle-même maximale. Compte tenu des données qui viennent d'être précisées, nous sommes bien entrés dans une société de la longévité avec ce que certains appellent un vieillissement durable. Cette société de la longévité
Comment la concevoir et comment veiller à son adaptation pour permettre au plus grand nombre de ceux qui ont la chance de vivre longtemps d'en tirer le plus grand bénéfice en maintenant notamment leur capacité, de quelque nature qu'elle soit, dans les meilleures conditions possibles. Ce temps en plus est une chance, encore faut-il que la société mette à disposition les méthodes et les moyens pour permettre d'en bénéficier. N'oublions pas quelques éléments de contexte qui viennent s'inviter dans ce tableau. On fait des études de plus en plus longues, le premier enfant de plus en plus tard, on travaille plus longtemps, on prend sa retraite plus tard, on hérite plus tard d'ailleurs quand on a beaucoup moins besoin, et puis on meurt plus tard. Donc tous ces paramètres sont à prendre en ligne de compte pour essayer de dessiner cette société de la longévité qui commence par la lettre P, prévention. Le rapport du haut-commissaire au plan souligne cette dynamique comme étant essentielle, déterminante. Cette prévention doit être globale, médico-psychosociale. Elle n'est pas seulement médicale, elle est aussi psychosociale et environnementale. Et elle devrait être, pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, personnalisée pour convaincre l'individu de s'impliquer dans une démarche préventive. Je cite 3 exemples d'actualité. Le premier, ICOP, le repérage de la fragilité, dont l'extension au niveau national est bienvenue. Deuxièmement, le plan anti-chute, qui lui-même a été signé pour réduire de 20% la mortalité liée à une chute d'ici 2024. Et Primadapt, qui va être à disposition des retraités de 70 ans et plus au 1er janvier 2024. Avec une question concernant la prévention, et je cite le rapport de la Cour des comptes de 2022, fin 2022, qui souligne que de nombreux organismes s'intéressent à la prévention. Il existe de fait une dispersion des initiatives qui prive de ses effets véritables cette politique au niveau de l'individu. Le deuxième point important qu'il faut traiter, le président l'a signalé, c'est le traitement des inégalités sociales en santé. Nous sommes très mauvais en France au niveau européen, nous sommes très mal placés. Ce sujet doit être traité et des mesures doivent être prises pour tenter de réduire ces inégalités sociales en santé. Troisième sujet important, la formation initiale et la formation continue. De nombreuses études mettent en évidence que l'espérance de vie sans incapacité est corrélée à la formation initiale et à la formation continue. Pourquoi ? Parce que l'individu acquiert tout au long de sa vie des outils, des moyens, une connaissance qui va lui permettre d'appliquer à lui-même un certain nombre de conseils qui lui sont prodigués. Et puis des sujets plus sensibles, parce qu'ils sont d'actualité. Quid du travail des seniors ? Quid du financement de la retraite ? Je n'ai pas dit l'âge de la retraite, j'ai dit du financement de la retraite. Quelles sont les relations intergénérationnelles ? Certains disent la guerre des générations, bon nombre de sociologues et d'économistes ne sont pas du tout d'accord, et bien au contraire sont à l'origine de propositions facilitant les relations intergénérationnelles. Et puis nous vivons, cela a été dit et souligné, dans un habitat. Comment adapter l'habitat à l'avancée en âge? Comment l'urbanisme doit-il prendre en compte le phénomène de la longévité au sein de la société? Je vous rappelle les 500 mètres à proximité des commerçants et des dispositifs utiles à une personne, ou encore la ville du quart d'heure, où l'on retrouve, sous réserve de 15 minutes de marche à pied ou à vélo, tous les services nécessaires. On ne peut enfin ne pas dissocier la notion de mobilité qui représente l'implication de la personne dans la société. Enfin, un point très positif, car on a l'habitude de dire « Ah oui, mais la perte d'autonomie a un coût supporté par la société ». N'oublions pas quand même que toutes les personnes âgées ne sont pas en situation de dépendance et que toutes les personnes âgées sont consommateurs de biens et de services, et notamment consommateurs de nouveaux services, comme l'a très bien montré la crise de la Covid lors de ces derniers mois. À noter enfin un point essentiel qui sera abordé cet après-midi dans certains ateliers, c'est l'émergence des technologies dont la contribution va permettre un accompagnement, voire une compensation d'un certain nombre de situations. J'en ai pratiquement terminé de ces quelques éléments, mais pour dire que la Fédération hospitalière de France a publié en janvier 2023 un projet de loi pour une société de la longévité.
Voilà qui est tout à fait intéressant. Je vous en donne les axes principaux. Concevoir des politiques publiques adaptées à toutes les générations, garantir la place des âgés dans la société, notamment la lutte contre l'agisme et contre la maltraitance, faire de la prévention un objectif opposable en santé publique, prendre soin des professionnels du grand âge et attirer de nouveaux talents, adapter l'offre d'accompagnement au parcours de vie et aux attentes des personnes âgées, accompagner la nécessaire mutation du secteur médico-social. Après ces quelques idées, quelques mots conclusifs. Indiscutablement, face à ce qui nous attend sur le plan démographique et l'émergence de besoins auxquels nous devons répondre, il faut anticiper. Il faut anticiper dans une approche globale. Elle se doit d'être médicale, psychologique, sociale, mais aussi environnementale. Et de ne jamais oublier que la fatalité devrait être rayée de notre vocabulaire, puisque, comme le disent certains auteurs, la fatalité, c'est l'excuse des âmes sans volonté. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois qu'on a bien commencé à planter le décor là, et on va continuer, je pense, sur l'approche un peu sociale de la longévité. Et je vais donc passer la parole à Marwan Jawad. Alors il y a un deuxième micro. Tu peux faire passer le micro. Donc on va laisser chaque expert parler pendant quelques minutes. Ensuite, je vais leur demander de débattre un peu entre eux et on gardera un temps, bien sûr, pour débattre avec la salle ensuite. Merci beaucoup, monsieur le doyen. Merci beaucoup, Pauline Leneuslé, d'avoir rendu possible ce type de rencontre. Et merci à la ville de Cabourg d'avoir fourni ce lieu extraordinaire d'échange et aussi d'échange d'expérience, parce que s'il y a quelque chose que le grand âge, comme on l'appelle de façon triviale, peut apporter, c'est vraiment ce partage d'expérience, et ce sera la conclusion de mon intervention. Donc moi, la vision que je veux vous présenter, elle est un peu surplombante, elle peut vous paraître un peu détachée de la réalité, mais j'ai suivi ce mouvement qu'on appelle le mouvement transhumaniste sur une durée de 7 ans presque. Et j'aimerais partager avec vous un certain nombre de choses. Et c'est vrai que la longévité, la question du vieillissement, on parle même d'inverser le vieillissement, c'est quelque chose qui est au cœur de l'éthos, on va dire, du transhumanisme. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous introduire ce que c'est que le transhumanisme. Alors, il y a énormément de définitions. C'est pour ça que, comme objet de recherche, c'était vraiment très, très difficile de l'encapsuler dans une seule définition, mais la définition qui fait un semblant de consensus, c'est celle-ci. C'est un mouvement de pensée ou une philosophie de la vie, du monde et du vivant qui prône l'utilisation de la technologie pour se débarrasser, tenez-vous bien, de la vieillesse, de la maladie et éventuellement de la mort. Une autre définition concerne les 3 super. C'est la super longévité, super intelligence et super bien-être ou bien super bonheur. Vous voyez bien que c'est un mouvement ou c'est une philosophie un peu hyperbolique, un peu, on va dire, extrémiste dans ses aspirations et dans ses prospections, mais c'est quelque chose qui se fait, c'est quelque chose qui s'est construit sur la durée, ça fait maintenant bientôt 5 décennies, et qui commence à être pris au sérieux, si ce n'est en France, en tout cas ailleurs. La deuxième chose que j'aimerais mettre en évidence, c'est que c'est un mouvement qui est sous-tendu par un certain nombre de courants. Donc la divergence et la différence fait partie intégrante de ce mouvement. Tous les transhumanistes ne sont pas d'accord sur la définition du transhumanisme, sur le projet. La typologie que je peux vous préciser, c'est qu'il y a d'abord les extropiens. Donc les extropiens, ça vient de l'extropie, c'est un néologisme encore une fois créé par les premiers transhumanistes autour d'une institution qui s'appelait l'Extropy Institute aux États-Unis. Et c'est un néologisme pour contrer la deuxième loi de la thermodynamique qui s'appelle l'entropie, selon laquelle tout est voué à la décrépitude, à la disparition et à l'anéantissement. Ensuite, il y a eu les singularitariens. Ce sont des gens qui croient en la venue d'une singularité technologique, une super intelligence qui va finir par résoudre tous les problèmes de l'humanité. Ils misent sur ce qu'on appelle la convergence NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique, sciences cognitives, pour finalement donner naissance à peut-être même à un post-humain. C'est pour ça qu'on peut dire avec aisance que le singularitarisme, c'est un post-humanisme, parce qu'il veut sortir l'humanité de son carcan biologique.
Ensuite, il y a les technoprogressistes qui sont des gens beaucoup plus pondérés dans leur discours. Il y a l'Association française des transhumanistes dont le siège est à Paris qui fait un excellent travail de vulgarisation. Je tiens aussi à préciser qu'il n'y a pas une pratique transhumaniste en soi et que le transhumanisme, c'est essentiellement un discours qui promeut, encore une fois, l'utilisation massive de la technologie. Et je vais vous parler également de ce que c'est que la grille de lecture transhumaniste pour vous immerger un peu dans leur lentille de perception. Ensuite, on peut parler même de transhumanistes religieux. Ce sont des gens qui ont pu réinterpréter les textes bibliques en se basant en l'occurrence sur les travaux de Teilhard de Chardin, qui était un paléontologue jésuite qui a fait un travail sur l'ultra-humain, sur le point oméga qui peut résonner avec ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir la singularité technologique. Donc, vous auriez remarqué que c'est un mouvement vraiment très diversifié. Et malgré leurs divergences, il y a un certain nombre de points communs. Et le dénominateur commun de tous les transhumanistes, c'est la longévité, ou bien ce qu'ils appellent l'amortalité. Amortalité, c'est encore une fois un néologisme qui a été créé cette fois non pas par un transhumaniste, mais par le sociologue français Edgar Morin, qui l'a forgé, je crois, dans les années 50, et qui décrit la mortalité comme le fait de retarder indéfiniment, mais non infiniment, la mort. Et donc, ça a été récupéré par les transhumanistes. C'est vrai que la lecture caricaturale qu'on peut avoir du mouvement, c'est qu'ils veulent l'immortalité. C'est quelque chose qu'ils ne veulent pas, en fait. Et à chaque fois qu'ils parlent de longévité ou bien de prolongement ou prolongation de l'espérance de vie, ils rajoutent tout de suite en bonne santé, parce qu'ils ont bien conscience, surtout les technoprogressistes ou bien les transhumanistes démocratiques, parce qu'ils ont conscience qu'avoir 200, 300 ans avec une santé délétère, ça ne vaut pas le coup. Le deuxième point en commun, c'est qu'ils ont cette technophilie. Je vous partage un peu les résultats de ma recherche. C'est une technophilie un peu imprégnée des productions science-fictionnelles vraiment consommées à un âge très précoce. Et donc, au lieu d'avoir seulement des artistes qui vont écrire des chefs-d'œuvre à la Philippe K. Dick, etc., on a affaire à des gens qui ont un background, qui ont un champ de référence de sciences dures, combiné avec une consommation de science-fiction, mais qui veulent engendrer en quelque sorte cette fuite ou bien cette amortalité technologiquement médiée. Ce que j'ai pu aussi constater, c'est qu'ils ont une conscience accrue des risques, parce que jouer avec l'intelligence artificielle, avec ces convergences des 4 disciplines dont je vous ai parlé, constitue un risque. Là, il y a quelques jours, Elon Musk, il dit on arrête les recherches sur l'intelligence artificielle, même si ça a des applications et des implications sur la longévité, sur le vieillissement de la population. Mais on est en train de jouer à quelque chose qui peut être pire que la bombe atomique, qui peut vraiment nous anéantir, et c'est ce qu'ils appellent les risques existentiels. Le quatrième point en commun, on va dire, c'est une inadaptation un peu particulière, je ne veux pas dire pathologique, parce que ça reviendrait à psychologiser un peu la personne transhumaniste, mais ils ont un rapport particulier avec la mort, dans le sens où ils sont un peu réfractaires à l'idée qu'on est. C'est ce que disait le monsieur avant moi, c'est qu'on vit dans une cosmologie un peu d'un temps hors du temps, ce que Platon appelle quand le temps est une forme mobile d'une éternité immobile, et d'un coup on apprend qu'on va vieillir, qu'on vieillira et qu'on va mourir, et donc là on sort un peu de cette innocence, on va dire, originelle. La représentation transhumaniste un peu de la technique, et vous avez raison de parler des technologies émergentes qui vont bouleverser, chambouler le statu quo de tout ce qui est la santé humaine, etc. Et donc, quand eux, ils parlent de technologie, ils ne voient pas qu'il y a nous, et puis il y a la technologie, et la technologie serait quelque chose d'extérieur à l'être humain. Quand ils voient la technologie, ils la voient comme une extension de la portée, de la vision et de l'esprit humain. Donc, quand vous voyez un téléphone portable, on y voit un téléphone portable. Eux, ils y voient la concrétisation de l'imagination et puis de la créativité humaine. Et partant, le fait de créer une super intelligence, eh bien, c'est quelque chose de tout à fait naturel et qu'on doit pouvoir en bénéficier pour prolonger encore une fois l'espérance de vie en bonne santé. Ils ont également une lecture un peu dataïste ou bien informationnelle du vivant. Tout est data, tout est langage, tout est code. Il y a une citation de Terence McKenna qui est beaucoup
on va dire, mobilisé par la diaspora transhumaniste, c'est que le monde est fait de mots, le vivant est fait de mots, et si nous savons de quel mot est fait le monde, on peut faire du monde ce que nous voulons. Et donc là, ça rejoint un peu le premier livre qui a été écrit et qui a créé un certain nombre de bouleversements à la fois idéologiques, philosophiques et même éthiques. C'est le livre de Eric Drexler, Les engins de la création, qui parle de la nanotechnologie. Et puis la nanotechnologie stipule que quand on arrivera à maîtriser l'infiniment petit, on peut transformer n'importe quoi en n'importe quoi d'autre. Et donc, vous voyez que le corps va perdre de sa valeur un peu singulière, sacrée. Et c'est ce que je veux mettre en évidence tout de suite, à savoir l'éthique transhumaniste. Est-ce qu'on peut parler d'une éthique transhumaniste? Eux, ils en parlent, ils trouvent que c'est une éthique un peu conséquentialiste, c'est-à-dire on ne va pas juger de la moralité d'un acte en fonction d'un prérequis ou bien de normes qu'on a héritées à nos ancêtres, mais plutôt en fonction des conséquences. Quand on va injecter des millions, voire des milliards d'euros dans la recherche pour lutter contre le vieillissement ou bien l'agisme, eh ben, c'est en fonction des conséquences qu'on va dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Et donc, faudrait juste, non, mais juste terminer rapidement pour qu'on puisse. Combien de minutes? 15 10 je sais pas. Non, une minute maximum là. Ok, très bien. Du coup, ils ont un certain nombre de principes. Donc, il y a la liberté morphologique qu'ils prônent. Donc, la liberté morphologique, c'est la liberté de disposer de son corps et que demain, s'il y a une technologie qui va nous permettre de vivre beaucoup plus longtemps, eh ben, on serait maître de le faire ou pas. Le principe de proaction qui contre le principe de précaution, c'est-à-dire c'est pas au nom de risques connus ou inconnus qu'on va arrêter la recherche, mais en maîtrisant les risques. C'est dans une logique de fur et à mesure qu'on pourrait aller de l'avant. Il parle de dividendes de la longévité, mais je crois que j'aurai pas le temps de vous en parler. Non, mais c'est juste l'idée qu'en luttant, en misant ou bien en investissant, c'est une hypothèse. Hein, ça a été théorisé en 2006, mais c'est vrai que quand je vais vous expliquer ce que c'est, vu le contexte actuel qui prend une tournure un peu spéciale, le dividende de la longévité, c'est l'hypothèse selon laquelle en investissant en longévité et utilisé à bon escient, on va réduire les maladies liées à la vieillesse, on va alléger en fait les dépenses dans le secteur de la santé et enfin on va avoir des gens qui vont être beaucoup plus actifs pour une longue durée. Mais vu la réforme de la retraite, mais ça a été théorisé en 2006. Ça va être le débat en effet. Merci beaucoup. On voit que après une approche un peu, je dirais, purement démographique des questions de longévité, ça peut aboutir à des questions très philosophiques sur la longévité et des courants même évoqués comme parfois un petit peu extrémistes dans leurs approches, mais en effet, ce sont des questions importantes. Alors, donc, cette question de longévité et finalement d'augmentation de l'espérance de vie en bonne santé, c'est ça, je crois que c'est vraiment le sujet, a forcément des impacts sur les politiques publiques, sur les politiques de santé, les politiques sociales, les politiques aussi de ressources humaines, les politiques économiques, on a parlé des pensions de retraite, etc., mais aussi des politiques de prévention et de promotion de la santé. Et donc j'aimerais entendre Stéphane Le Boulaer à ce sujet sur ces politiques publiques. Je crois que, ou sauf si vous aviez une intervention, une question, Monsieur Cornet. Là, c'est pas... Alors... Oui, j'ai bien respecté l'ordre de ce que nous avions convenu. Donc normalement, c'est à Stéphane Le Boulaer. Voilà. Bon. Merci. Bonjour à tous. Effectivement, on va plonger dans les politiques publiques. Je fais cette intervention en tant que président d'un think tank qui s'intéresse particulièrement aux questions de santé et d'autonomie. Donc, la question que j'ai voulu mettre en avant, je le redis, est-ce que le grand âge et en quoi le grand âge est-il un sujet pour partie orphelin des politiques publiques? Quand je parle de politique publique, je parle de politique publique nationale. Bien entendu, tout ce qui a été dit
par Madame l'adjointe au maire et par Valérie Egloff montre ce qui est fait au niveau local. Mais là, je vais vous parler de ce qui est fait ou de ce qui n'est pas fait au niveau national. Alors, première question, pourquoi le sujet du grand âge n'a-t-il reçu que des réponses politiques partielles depuis une quinzaine d'années? Alors, si on compare avec d'autres politiques publiques, la comparaison est assez édifiante. Donc, on a dit, monsieur le ED, Jean-Pierre Aquino, ont montré les enjeux démographiques tels qu'ils se posaient. Donc, on ne peut pas dire que le sujet n'est pas majeur, on ne peut pas dire que le sujet n'est pas anticipable, on ne peut pas dire que les enjeux financiers ne sont pas importants, et pourtant ce sujet n'a pas reçu de réponse globale depuis une trentaine d'années. Alors, si on compare aux autres, il paraît qu'on est à la 30e loi sur l'immigration depuis les années 80. Donc celle-là, celle qui est en cours, un peu de retard à l'allumage, mais il paraît que c'est la 30e. Les lois santé, eh bien, à chaque quinquennat, on a une grande loi santé. On a généralement une ou plusieurs lois d'importance sur les questions d'emploi et de formation professionnelle, sans parler des retraites, évidemment. Vous le savez, on le sait maintenant, chaque quinquennat se repenche sur la question des retraites. Il n'en est rien en matière de grand âge. Alors, il y a certes des dispositions plus ou moins importantes chaque année dans les lois de financement de la sécurité sociale, donc qui fixent les enjeux et les réponses financières dans le champ de la sécurité sociale. Il y a eu, je crois que c'est Madame Egloff qui en a parlé tout à l'heure, la loi d'adaptation de la société au vieillissement sous le quinquennat de François Hollande, mais cette loi-là, la seule qu'il y ait dans le paysage véritablement depuis le milieu des années 2000, cette loi-là avait soigneusement évité les questions globales de financement, les questions que vous savez importantes de reste à charge en EHPAD et les questions d'organisation des pouvoirs publics. Donc cette loi d'adaptation de la société au vieillissement s'intéressait spécifiquement à l'impulsion des politiques locales. Vous avez la conférence des financeurs, la célèbre conférence des financeurs qui participe au financement d'un certain nombre d'initiatives de prévention, mais cela restait cantonné à un petit nombre de sujets. En fait, il y a autant de rendez-vous manqués en matière de loi grand âge qu'il y a de présidents depuis Nicolas Sarkozy. Alors, Sarkozy, donc en 2008, on a failli y arriver en 2008 avec Xavier Bertrand à l'époque. Ça a été interrompu, la crise financière a mis un terme à ses ambitions, mais on avait failli y arriver. Rien de tel, je l'ai dit, sous le mandat de François Hollande, puisqu'on s'est cantonné à la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement. Pas de tentative sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Là, au moins, c'était plus clair. Et cette fois-ci, il n'est pas évident qu'il se passe forcément grand-chose. En tout cas, ce qui s'est passé dans le temps du Covid n'a pas déclenché ce qui s'était passé en 2003, 2004 et les années suivantes après la canicule. Parce que vous vous souvenez que la canicule et ses conséquences en matière de décès ou d'excès de décès de personnes âgées avaient déclenché à l'époque un certain nombre de mobilisations fortes des pouvoirs publics. Alors, pourquoi cela? Pourquoi, contrairement aux autres politiques publiques, on ne passe pas le cap pour ce qui est du grand âge? Alors, il y a toute une série d'explications. Alors,
Il y a ce qui relève de la psychologie sociale, un sujet qui fait peur, qui est occulté à ce titre. Bon. Il y a ce qui relève surtout et fondamentalement, je pense, de l'histoire de la protection sociale. Ce sujet-là est volontiers laissé aux solidarités de proximité. Et donc, on évoquait le rôle des communes qui sont à la manœuvre dans cette affaire. Communes, départements et familles proches sont effectivement les principaux contributeurs dans cette affaire. Alors, il y a l'explication évidemment par les finances publiques. C'est un sujet qui est objectivement lourd quand on le prend dans sa globalité. Alors, un rapport récent de Dominique Libaud avait évoqué un sujet de surcroît de finances publiques à trouver à hauteur de 10 milliards. Si on va un peu plus loin en termes de qualité de la prise en charge, on était plutôt autour de 15-20. Avec l'inflation aujourd'hui, on est sans doute plus autour de 25-30. Donc on est à 1 point de PIB, 1,5 point de PIB à mobiliser dans cette affaire, en plus de ce qui est mobilisé aujourd'hui. Alors ça peut paraître énorme, mais en termes de poids dans les dépenses de protection sociale dans leur globalité, c'est finalement quelque chose de relativement mesuré. Et plus on attend, évidemment, plus le mur financier paraît haut, sauf à considérer que toutes les années que l'on gagne en ne faisant pas ce que l'on pourrait faire sont des années de gagner pour les finances publiques. Et on est un peu dans ce registre depuis un certain nombre d'années. On est toujours dans une gestion qui s'accommode finalement assez bien de la pénurie. Et moi, j'ai toujours dit qu'il y avait en termes budgétaires, une façon très efficace de limiter les dépenses, c'était de ne pas mettre les professionnels en situation. Et de fait, on a un problème d'attractivité pour ce qui est des professionnels intervenant sur le secteur de la prise en charge du grand âge, mais ce n'est pas seulement de la cécité ou de la myopie, c'est quelque chose qui a été pour partie organisé parce que précisément on n'a pas fabriqué les réponses d'ampleur depuis un certain nombre d'années. Alors, parmi les éléments d'explication, il faut aussi quand même avoir un peu de lucidité sur le rôle des acteurs. Alors, d'un côté, on a les usagers, peu organisés, insuffisamment organisés, à domicile comme en établissement. On a des opérateurs du domicile, des opérateurs de l'aide à domicile qui sont fragiles ou qui sont eux-mêmes relativement peu organisés ou en tout cas atomisés. Et d'un autre côté, vous avez des lobbies puissants, des lobbies agissants dans le secteur des maisons de retraite, ce qui explique sans doute que chaque fois qu'on a voulu mettre des moyens nouveaux, c'est plutôt vers là que ces moyens sont allés et quand on a fait le travail avec Philippe Bas, un autre Normand, quand il était ministre des personnes âgées en 2005-2006, quand on a fait un travail pour le commissariat au plan, l'ancêtre, celui de Jean-Baptiste de Foucault, pas celui actuel. Quand on a fait ce travail à l'époque, l'essentiel du discours de Philippe Bas était concentré sur l'aide à domicile. Manque de peau dans le plan Solidarité Grand Âge, l'essentiel des moyens était concentré sur le secteur des maisons de retraite. Et déjà à l'époque, on avait estimé qu'il fallait augmenter d'en gros 50% le nombre d'heures dans le plan moyen APA pour arriver à des objectifs de soutien à domicile un peu sérieux. Autres acteurs, on les a évoqués tout à l'heure et moi-même, les acteurs politiques quelque peu en retrait. Et il faut le dire, les départements étaient plus actifs au début des années 2000 qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ils étaient plus dans la fabrique de l'innovation sur ces politiques. Ils étaient en train
de prendre la responsabilité pleine sur ces politiques et on leur a un peu cassé les reins en la matière, en particulier avec la création des agences régionales de santé qui sont venues en fait concurrencer les départements sur le terrain de la prise en charge sur les territoires et les départements se sont mis prudemment en retrait par la suite. Alors, ils continuent évidemment d'agir, de remplir leur mission, mais avec un enthousiasme un peu plus mesuré que celui qu'ils pouvaient avoir au début des années 2000. Alors, il y a en tout cas une explication qui ne fonctionne pas. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on ne manque pas de travaux sur le sujet. Là, des rapports, des consultations sur le sujet, vous en avez des bibliothèques entières. J'ai moi-même contribué à quelques-uns de ces travaux. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Jean-Pierre aussi y a contribué. Donc, on a tous les éléments en main pour fabriquer des politiques, une politique publique un tant soit peu consistante sur le sujet. Alors, si on veut définir ce que pourrait être un texte fondateur ou refondateur, la fameuse loi grand âge, donc pourquoi on a besoin d'un texte fondateur ? C'est pas par fétichisme de la loi. On a l'habitude de faire des lois proliférantes, des lois bavardes, des lois de micro-management ou de micro-innovation. C'est pas de ça dont on a besoin dans l'affaire. On a besoin d'un texte de programmation, d'organisation d'ensemble et de financement. Donc, compte tenu de l'ampleur des besoins de financement dont on a parlé, parce que ce qui a été décrit précédemment montre que voilà, on a reculé chaque fois l'échéance, mais l'échéance et la démographie est une science qui a cette vertu-là de fabriquer des incontournables. Donc l'échéance, elle arrive. Donc là, les 75 ans, ils sont déjà là. Les 75 ans du baby-boom, ils sont déjà là. Ça monte, la vague monte. Mais après, c'est la vague des plus de 85 ans. On l'a dit. Et là, on sait que c'est une échéance critique pour la prise en charge du grand âge. Donc, on a besoin d'une programmation pluriannuelle en la matière et on ne peut pas se contenter de ce que l'on va mettre dans les lois de financement de la sécurité sociale chaque année. Deuxième nécessité, on parle de virage domiciliaire. Le virage domiciliaire, le virage de l'accompagnement vers le soutien à domicile, ça ne s'organise pas en claquant des doigts. Cette transition-là vaut bien d'autres transitions sur lesquelles on met beaucoup de moyens. Pensons à la transition énergétique en particulier. Il faut un texte de mobilisation en faveur de la prévention de la perte d'autonomie. Il y a beaucoup d'initiatives, mais des initiatives atomisées. Alors, je ne veux surtout pas dire qu'il faut du vertical, qu'il faut du jacobin en la matière, mais on a besoin d'une mobilisation d'ampleur et d'une mobilisation qui commence dans le temps du travail. Parce qu'on sait très bien qu'un certain nombre d'incapacités se fabriquent dans le temps du travail pour les métiers pénibles en particulier. Donc c'est là qu'il faut un plan de mobilisation et on ne peut pas dire que ce qui se passe aujourd'hui en matière de prévoyance dans le temps de l'activité professionnelle soit à la hauteur. Il faut, au titre des inégalités ou de la lutte contre les inégalités, il faut rationaliser les prestations existantes. Donc c'est un tissu très touffu. On a l'APA, vous connaissez, on a l'aide sociale à l'hébergement, on a les aides au logement, on a les aides fiscales. Tout ça est un maquis qui n'est pas ordonné en fonction des ressources des personnes. C'est cette tentative-là principalement qu'on avait failli réussir en 2008 à travers des perspectives de fusion de l'ensemble de ces aides dans une allocation autonomie reconsidérée. Enfin, l'organisation des pouvoirs publics est
figée globalement. Elle est figée depuis le début des années 2000 dans le rôle de l'État et des départements, celui des caisses de sécurité sociale. Pour ce qui est de l'organisation des financements, pour ce qui est du contrôle, alors on l'a vu après les fossoyeurs, on a vu le déploiement de plans de contrôle. Pour ce qui est de la régulation, alors on a bien une proposition de loi bien vieillir dans les tuyaux. Bon, elle n'a pas l'ambition que je décris là, très clairement. Et donc, vu tous les beaux sujets que j'ai mis sur la table et que mes voisins ont mis sur la table, le mystère de ce sujet orphelin reste entier. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup pour cette vision à la fois historique et prospective. On va maintenant avoir un duo, je pense, sur les approches plus individuelles. Maintenant, on est parti des politiques publiques, c'est comment, sur des approches individuelles, sur le bien vieillir chez soi, hein, c'est ça, donc entre Gérard Cornet et Jérôme Boudy. Donc je pense que c'est Gérard Cornet qui commence. Oui, alors bonjour à tous. Moi, je suis né à Cabourg et j'aurai 90 ans dans 2 ou 3 mois. Je suis toujours actif dans l'enseignement, malgré tous les problèmes qu'on peut avoir en vieillissant. Et ça me donne une grande liberté de m'adresser à vous pour réfléchir ensemble avec vous, les seniors, comment on va transformer la société avec les nouvelles technologies. J'ai fait 2 essais que vous trouverez sur la table de presse, que je vous invite à lire. Mais en attendant, comme je suis toujours impliqué dans les problèmes des nouvelles technologies pour le bien vieillir depuis fort longtemps, et que j'ai constaté il y a déjà 30 ans que la France n'avait pas pris les mesures pour la transition démographique, qu'elle prend peut-être des transitions, des mesures pour accompagner la transition numérique, mais que ça pose beaucoup de problèmes. Donc, je vais introduire sur l'éthique et le problème des innovations pour le bien vieillir, parce que je fais partie, comme membre du comité d'éthique ATIC bénévole maintenant, du programme très intéressant de prévention qui est fait entre l'Europe et le Japon, qui s'appelle IVITA et qui en France est mené par mon ami et collègue Jérôme Boudy de l'IMT, Institut. Voilà. Alors, je vous rappelle, il faut vraiment que vous deux, vous essayiez en 10 minutes, à vous deux, de bien introduire le sujet, parce que sinon on ne va plus avoir de temps de discussion. Donc voilà. On a déjà un tout petit peu dérivé. La réflexion éthique doit être faite à 2 axes. D'abord, elle a un impact croissant sur nos actions, nos décisions, nos comportements, des systèmes de communication virtuels et de l'intelligence artificielle. Et il s'agit, avec ces moyens, de nous guider, nous influencer dans la vie quotidienne. Et ici, avec IVITA, il s'agit du coaching virtuel personnalisé pour la prévention santé, dont on a vu que c'était un élément essentiel, mais très difficile pour les gens qui n'ont pas un problème de santé diagnostiquement médiqué. Donc, le projet IVITA, c'est très intéressant parce qu'il concerne 2, au fond, cultures différentes. Le Japon, qui est beaucoup plus en avance que nous sur tes réflexions avec les technologies, et l'Europe, où il y a des différences très inégales. Donc voilà, et dans tous ces pays, le Japon est en tête du vieillissement démographique. Alors le principe de l'éthique, c'est la conduite, initialement, c'est la conduite à suivre par rapport aux mœurs et aux obligations. Mais, comme le disait Paul Ricoeur, philosophe, au-delà de la morale et de ce qui est bien et mal, il faut penser l'éthique pour une vie bonne et que nous devons en France
réfléchir sur l'éthique pour une vie bonne. Et ça, pour la prévention, par le coaching virtuel, comment c'est fait? Alors, il y a des dimensions à considérer, pour la santé et pour avoir un meilleur mode de vie quand on vieillit. Alors, dans le médical, on a le principe primum non nocere, ne pas nuire. Mais c'est quand même ne pas nuire à soi-même, ne pas nuire aux autres, ne pas nuire à la société. C'est une question qui peut être pensée globalement. Et il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme sur le respect de l'humanité, de la dignité de l'être humain. Il y a des règles éthiques à suivre européennes, mais ça nous oblige, nous, seniors, à être actifs dans cette réflexion éthique avec ces projets. Donc, pour moi, la première question, c'est quel est le bénéfice perçu de l'action innovante et est-ce qu'il est largement supérieur à ses risques et à ses inconvénients? Ça, c'est la règle de l'ordre de la médecine, mais il faut l'appliquer dans nos dimensions du vieillissement, avec des interprétations différentes, et ça pour identifier et réduire les risques directs et indirects, qui sont, d'un risque indirect, beaucoup plus difficiles à évaluer dans notre société. Et ça, c'est fait avec les Living Labs, les laboratoires vivants, on parlera cet après-midi, qui vont identifier les risques. Et nos situations, nous seniors, sont très diverses, suivant notre contexte de vie, notre santé, nos liens familiaux. Donc, c'est très compliqué d'avoir des outils qui rencontrent un marché pour cela. Alors, dans Evita, tu peux la suite. Voilà. Alors, il y a des principes de cadrage pour l'approche éthique. Vous les verrez. J'insiste pas dessus. Voilà. Et notre problème, nous, c'est de concilier éthique, humanité, conseils virtuels utiles mais personnalisés et changements de comportement qui sont très difficiles car un coaching virtuel personnalisé doit respecter notre mode de vie, nos habitudes. Elle doit donner des conseils utiles, personnalisés, en langage naturel. Elle doit nous accompagner, nous soutenir, mais dans la vie réelle, pas seulement dans le virtuel, ce qui pose un gros problème. Et elle doit nous orienter vers des activités ludiques et adaptées qui sont beaucoup plus motivantes pour changer de comportement que la peur avec laquelle nous fonctionnons, la crainte, etc. Donc, nous devons avoir des actions de prévention qui sont axées sur la récompense quand on les fait, et pas sur, si vous voulez, un harcèlement pour la prévention santé, que les seniors, beaucoup de fois, refusent parce qu'ils s'estiment en bonne santé. Voilà, je passe la parole à mon ami Gérard. Merci beaucoup. Je pense qu'on va beaucoup débattre de ces sujets de prévention après. Merci Gérard. Tout d'abord, je voulais remercier le président, aussi les organisateurs, donc Madame Lennesley, de nous avoir invités à présenter ce projet. Et je suis très fier de présenter ce projet avec Gérard, dans la suite de Gérard, parce que Gérard Cornet a été pour nous vraiment celui qui nous a fait démarrer dans ce domaine de la santé. Ça remonte à 20 ans maintenant, avec le projet Companionable, le projet V-Assist que Gérard Chollet aussi a mis en place. Et donc cet après-midi, effectivement, on pourra peut-être aborder un peu plus en détail ces aspects Living Lab, parce qu'au fond, ce projet Evita, qui est un projet financé par l'Europe et le Japon, donc... alors attendez, excusez-moi parce que j'ai mon double ici. Donc c'est un projet qui s'étend sur 3 ans en fait et qui va se terminer. En fait, il a été légèrement étendu à 3 mois et se terminera l'année prochaine, donc à la même date à peu près, en 2024. Donc,
Donc l'idée de ce projet, Gérard a fait une très très belle introduction sur la finalité de ce projet. C'est un coach virtuel vocal qui est destiné à accompagner les personnes en grand âge, et pas seulement d'ailleurs, des personnes à la retraite aussi, qui veulent effectivement bénéficier d'un certain nombre de services. Donc je vais essayer de passer très vite parce que je crois que le temps est limité. Donc effectivement, quel est ce projet? Quels sont les partenaires? Donc le consortium Ivita comporte 22 partenaires, avec la moitié à peu près en Europe et l'autre moitié au Japon. Et effectivement, ce projet est l'œuvre de Rainer Wishing, que je cite quand même parce qui est notre coordinateur international côté européen, qui a beaucoup œuvré, que Gérard connaît bien aussi, et qui a monté ce projet. C'est une véritable, excusez-moi l'expression, machine de guerre, parce que c'est très compliqué, il y a plein de partenaires. Et donc vous pouvez apercevoir en Europe, on est donc des partenaires en Allemagne, en France, en Italie et en Belgique. C'est essentiellement en Allemagne, en France et en Italie. Bon, Belgique, c'est notre représentant de la communication. Et donc on peut citer le Fraunhofer aussi, qui est partie prenante du projet, qui est en fait à travers sa spin-off Infi, donc donc je ne sais plus exactement où est la ville d'ailleurs, à Düsseldorf, je crois. Caritas Allemagne, donc qui est le secours catholique mais côté allemand, donc à Cologne. Et la PHP côté français. Alors la Caritas en fait et la PHP ainsi que l'hôpital de la Marche donc à Ancône, donc en Italie, sont chargés de faire ces évaluations justement de nos systèmes. Au Japon, on retrouve la même chose. On a exactement le même maillage avec des laboratoires d'université, de recherche et aussi des hôpitaux. Donc essentiellement sur Tokyo, Nagoya et Sendai. Et effectivement, l'idée de ce projet, c'est, donc je passe très vite là-dessus parce qu'on en a déjà parlé, je vais passer plus au concret. On voit à quoi consiste ce système en fait. C'est un système en fait qui est basé sur plusieurs interfaces qu'on va choisir. Alors on peut choisir un robot. Alors au Japon, ils ont des robots même Android, donc il faut savoir ça. On peut utiliser un smartphone, voilà, avec une application. Donc Florian en particulier là, vous fera une démo cet après-midi en Living Lab là. Des hologrammes 3D, c'est très à la mode aussi au Japon. Donc c'est le petit personnage qu'on aperçoit en haut, là, à gauche. Et derrière, vous avez toute une machinerie. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est des technologies basées sur l'intelligence artificielle, donc ce qu'on appelle les graphes de connaissances, donc qui permettent effectivement de cadrer les demandes et de répondre dans un temps le plus vite possible à ces demandes. Des algorithmes de reconnaissance vocale, de synthèse vocale, dont Gérard est ici présent et aussi un grand spécialiste en France et à l'international. Et derrière, nous avons un certain nombre de services, donc c'est ça qui est intéressant pour les utilisateurs finaux. À savoir, alors, pardonnez-moi, c'est des slides qui sont encore en anglais. Alors, j'ai traduit les parties en français, mais malheureusement, le schéma, je n'ai pas pu traduire. Donc, je vais le traduire pour vous. Donc, réseau social, donc le premier. Ensuite, les fonctions cognitives, donc d'aide, en particulier la PHP que j'ai citée tout à l'heure, donc l'équipe de Madame Rigaud, donc professeur Rigaud qui est à Broca. Les loisirs et le bien-être, les activités physiques et la diététique. Alors, risk avoidance, c'est tout ce qui est prévention du risque, justement, de chute, voilà, de situations de danger potentiel. Et la spiritualité qui est très, très demandée par nos utilisateurs japonais. Alors, du coup, vous verrez, vous apercevrez quelques... voilà, je passe très vite là-dessus. Voilà, là-dessus. Et je vais... Alors, voilà, ça c'est intéressant. Et c'est ça qu'on va aborder dans l'atelier Living Lab, justement, puisque une des forces de ce projet est aussi une des visions de notre coordinateur international, donc Rainer Wishing, c'était de créer ce qu'on appelle un sous-projet, un work package sur le intercultural Living Lab. Et donc, les Living Labs, alors, mot à mot, c'est les laboratoires du vivant. En fait, c'est des appartements, en réalité. Voilà, c'est un concept, on expliquera cet après-midi avec Gérard, à nouveau, d'ailleurs. C'est un concept qui est basé sur l'idée qu'on va mettre les personnes dans des situations réelles,
Alors, bien sûr, c'est pas complètement réel, mais c'est un vrai appartement avec des vrais capteurs, des vrais systèmes. Et ces personnes vont vivre pendant 2, 3 jours, une semaine, et font un bilan, en fait, voilà, avec des équipes des hôpitaux, justement, des ergothérapeutes, des psychologues. Alors, généralement, nous, dans notre cas, c'est plutôt des psychologues dans les hôpitaux, voilà, qui recueillent ces avis. Voilà, donc vous voyez ici ce triptyque industrie, université, communauté, c'est le fameux triptyque chercheur, entreprise et aussi besoin de la communauté. Et au centre de ce triangle, vous apercevez effectivement les older adults, qui sont en fait les personnes âgées. Voilà. Alors, comment tout à l'heure je disais qu'il y avait plusieurs types d'interfaces. Donc ici vous avez voilà, plusieurs objets qui vous permettent de s'adresser, d'être aidé par ce coach virtuel. Alors en haut, l'hologramme 3D qu'on voit un peu mieux. Alors ça ressemble un peu à une lanterne. C'est marrant. C'est pas très bon, mais c'est une esthétique un peu spéciale. Mais bon, c'est Daruma, donc qui est un objet plutôt donc spirituel, voilà, de spiritualité. En dessous, vous avez Santo, qui est aussi développé par un chercheur italien, donc c'est plutôt à vocation catholique, et à gauche, en bas, le fameux robot Nao, qui a été développé par un ingénieur français de l'INRIA à l'époque, Aldébaran, la société Aldébaran, qui a été rachetée par les Japonais, voilà. Et ce robot, alors vous l'avez peut-être aperçu dans la première photo, il n'est pas très très grand, mais il est intéressant parce qu'il a un côté assez sympa. Et voilà. Mais bon, effectivement, notamment les équipes de Caritas et APHP aimeraient peut-être avoir des robots un petit peu plus grands, comme Compay ou d'autres robots. Voilà, l'Android en haut à droite et ce système Neu, donc qui est un capteur en fait en réalité pour le sommeil. Voilà, je passe très vite là-dessus. Donc là, les impacts, bien sûr, c'est ce qu'a rappelé Gérard tout à l'heure dans sa présentation introductive. Donc effectivement, d'améliorer, le but c'est quand même que ce système soit à l'écoute, au sens propre et figuré de l'utilisateur. Qui lui procure des exercices mentaux, des possibilités de se connecter, d'avoir un réseau social aussi. Alors bien sûr, parfois c'est un peu artificiel, mais ça peut permettre aussi, Alors c'est ça, on travaille beaucoup sur l'acceptation de ce système. Ça, c'est un des points importants de ce projet. Et enfin, l'alimentation, effectivement, et donc le dernier point qui est l'impact socio-économique, et ça c'est important pour redynamiser les entreprises, les PME en France, en Allemagne. Bon, alors, en Allemagne, les Allemands ont un peu moins de problèmes que nous, au Japon. Et donc on a aussi, à l'IMT, à l'Institut Mines-Télécom, on a aussi ce qu'on appelle un incubateur d'entreprise qui permet à des jeunes étudiants, des jeunes chercheurs, des jeunes ingénieurs de créer leur propre entreprise. Voilà, et c'est donc là, c'était juste pour. Alors, on a fait des copies. Je vais vous interrompre parce que je pense que je suis désolé, mais vous allez pouvoir tout montrer en atelier. En tout cas, je pense que vous avez fait une belle publicité pour l'atelier cet après-midi. Ça donne envie d'y aller. Merci beaucoup.